Television, ladies and gentlemen, the first part of this newscast is in the French language with you, Christine Babanda. Before the plus bon après-midi. Good afternoon, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, les jeunes Camerounais en détresse à Accra, esclavagisés au Ghana, ils espéraient des lendemains meilleurs. Plus de précisions dans ce reportage que signent Théophile Tchouke et Cédric Nding. Nous ne sommes pas dans une prison pour terroristes, encore moins dans le couloir de la mort. Mais ça y ressemble fortement. Dans une pièce sombre et exiguë, des Camerounais parqués comme du bétail. Nous sommes au Ghana. Qui sont ces personnes? Que font-elles là et surtout, comment sont-elles arrivées là? Nous avons pu entrer en contact avec des Camerounais résidant du côté du Ghana qui se sont mobilisés pour prêter main forte aux infortunés. Tous les témoignages convergent vers une seule et même entité. Une activité qui s'appelle Équinoxe. Et il m'a dit l'activité est bonne. Dans l'entretien que nous avons pu avoir avec ces Camerounais désormais sans repère au Ghana, ils nous racontent leurs conditions d'arrivée. Je vais te passer une fille. Elle va t'expliquer tout parce que ça fait un bon bout de temps elle est là. Ça fait 7 mois elle est là. En fait, on m'avait fait comprendre qu'il y a le travail ici là et que je devais venir pour en tant que gestionnaire de stock. Mais une fois que ça arrivé, ce n'était pas ça. Ils m'ont demandé de venir à une caution de 850 000 pour mes différents papiers, une caution, assurance maladie. Mais bon, arrivé, ce n'était pas le cas. Et ils m'ont proposé un salaire de 450 000. Moi, j'ai fait la connaissance d'une fille. On a eu le temps de causer. On a eu des liens. À un moment donné, elle m'a fait comprendre qu'elle est au Ghana. Pourtant, des entreprises comme ce Équinoxe avaient été fichées par le rapport de la commission de surveillance des marchés financiers et leurs activités purement et simplement interdites au Cameroun. À l'heure actuelle, plus d'une centaine de Camerounais restent bloqués sur le sol ghanéen sans possibilité de retour. Voilà le départ des Congolais comme ça. Ils ont été rescués par leur ambassade. En train de voir, voilà le départ des Burkinabés. Ils ont été pris par leur ambassade. Voilà donc l'ambassade du Burkina qui est représentée. La première question qui vient à l'esprit, que fait le Cameroun pour ses ressortissants? Le Cameroun n'ayant pas de représentation diplomatique du côté du Ghana, c'est vers l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire que nous allons nous tourner avec l'aide de notre contact sur le terrain. Mais aucune mesure ne sera prise. Ces Camerounais désabusés, eux, ne savent plus vers qui se tourner, leur pays leur ayant littéralement tourné le dos. Si des Camerounais au Ghana ont été piégés pour être réduits en esclavage, au Cameroun, l'affaire Martinez-Zogo continue de faire des vagues. Les avocats des ayants droit s'opposent à la mise en liberté provisoire d'un des inculpés dans cette affaire. Précision avec Pierre Laverdure-Ambon et Jires Yopa. Cette mise au point fait suite à la sollicitation de remise en liberté pour certains des inculpés dans l'affaire Martinez-Zogo et parmi lesquels ceux sur qui reposent les charges les plus sérieuses qui sollicitent une remise en liberté sous caution et ayant dénoncé une prétendue atteinte à leur droit à disposer d'une copie du dossier de la procédure. Nous avons été longuement interpellés sur la question de la mise en liberté de notamment M. Amougou Belinga par rapport aux recours qui ont été initiés par ses avocats et aussi interpellé sur la question de la mise à disposition du dossier de procédure. C'est pour ça que nous avons souhaité éclairer, du moins conscientiser l'opinion publique sur les démarches illusoires de la défense. Pour Maître Calvin Job, qu'on ne s'y méprenne pas. Ce qu'il faut savoir sur la remise en liberté sous caution est bien et clairement exprimé dans le Code de procédure pénale camerounais. Notre Code de procédure pénale est clair sur cette question-là. Une personne qui encourt une peine d'emprisonnement à vie ne peut en aucun cas être mise en liberté. Tout le monde peut le lire, c'est l'article 224 du Code de procédure pénale du Cameroun qui le dit et de manière claire et stricte.
Pour les avocats des ayants droit de la famille de Martinez Zogo, si la défense est parfaitement libre d'initier toutes les procédures qu'elle estime à son office, la multiplication inconsidérée des procédures périphériques ne peut desservir qu'un seul intérêt, celui d'une rupture avec un système judiciaire qu'on ne parvient pas à assumer à visage découvert et qui s'apparente à bas bruit à un terrible aveu de culpabilité. On doit avoir accès au dossier à la phase d'enquête, on doit avoir accès au dossier à la phase d'instruction pénale. Sauf que ce n'est pas le cas. La procédure pénale camerounaise n'est pas arrimée sur les standards internationaux. La procédure pénale camerounaise ne permet le contradictoire qu'au moment du jugement, et uniquement au moment du jugement. Ce n'est que là que toutes les parties doivent avoir accès à l'entier dossier de procédure. Pour les avocats de Martinez Zogo, les récents développements fortement relayés dans les médias et liés à l'affaire Martinez Zogo interpellent et questionnent sur la volonté des principaux inculpés de placer la manifestation de la vérité sous le boisseau d'actions judiciaires manifestement infondées et sans issue. Les populations de Famla-2 dans le département du Koki ne savent plus à quel chef traditionnel faire allégeance. Si les notables renouvellent leur confiance à l'actuel chef, des membres de la famille régnante ont jeté leur dévolu sur un autre prétendant. Robert Kenyé et Vivian Tonfac. Véritable casse-tête depuis plusieurs mois, la question de la succession à la chefferie de 3e décret de Famla de Jtb dans le département du Konki est à nouveau au centre des concertations entre le sous-préfet de cet arrondissement et les différents protagonistes. Maintenant, on est dans un processus de consultation à l'issue duquel on doit sortir un chef. Revenu d'un huis clos, certains notables annoncent que le consensus espéré n'a pas été trouvé. Je suis au regret de vous annoncer toujours qu'on ne s'est pas entendu. Sauf si un des notables peut apporter un même événement. Mais la famille, appelée à exercer coutumièrement le commandement traditionnel, s'est prononcée. Engagée dans un processus irréversible, l'autorité administrative se rabat vers les membres de la famille régnante qui dévoilent leur choix. Le choix portait surtout au Cameroun Marius. C'est parce qu'il est réellement le fils né sur la peau de panthère dans cette chefferie. On a été tous unanimes. Il n'y a eu nulle personne dans la famille qui n'a pas voulu que ça soit lui. De ce mode de désignation d'un chef traditionnel excluant les notables, autorités coutumières compétentes selon la loi en vigueur, d'aucuns y voient les manœuvres d'une élite tapie dans l'ombre. Il y a un certain gros élite vraiment qui fait du bien dans notre village. Il nous a aidé même à construire l'hôpital et aussi quelques mètres de goudron. Il est venu proposer à notre chef de lui valider une grande parcelle de terre au champ que nos femmes et nos enfants travaillent pour survivre. Et pour cela, le chef lui a raisonné non. Je ne lui ai raisonné en disant non, je ne peux pas. Et si tel est le cas, le public va aller où? La population va mourir de faim. Et cela a engendré la haine. Ces derniers maintiennent leur loyauté au chef qui était déjà au pouvoir depuis 2019. Après le chef qui s'est pendu à la chefferie en 78, le chef Lockdown, les populations, les notabilités ont désigné mon papa comme chef dans ce village. Mon papa a régné jusqu'à il est décédé en 2010. Mais pendant le règne de mon papa, il a été exilé par l'administration avec une interdiction de séjour à l'ouest, signée par le préfet de la MIFI de l'époque. Et pendant donc qu'il était en exil, l'administration est venue placer le chef Djidjou. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand les deux, heureusement ou malheureusement, les deux décèdent la même année en 2010, la notabilité trouve donc là l'occasion de réconcilier tout ça et de faire que le village vive en paix. Ce qui est fait depuis 2010. Le bicéphalisme est désormais acté à la chefferie de Famla-2. D'un côté, Sa Majesté Marius Toukam et de l'autre, Sa Majesté Anatole Kenyé. Affaire à suivre. Dans la météo sanitaire, où en est-on avec le projet de couverture de santé universelle au Cameroun? Annoncé par le chef de l'État il y a 5 ans, le projet n'est qu'à sa phase pilote. Le manque de moyens financiers et l'absence d'un cadre juridique plombent son implémentation. Explication avec Dalastiana et Nadine Yambou. C'est en 2017 que le chef de l'État Paul Biya
annonçait dans son traditionnel discours la mise en œuvre du projet de couverture santé universelle avec pour principale mission d'offrir aux Camerounais un accès de qualité aux soins de santé et à moindre coût. 5 ans plus tard, le Cameroun en est encore à la phase pilote avec le lancement officiel de la phase 1 prévu le 12 avril prochain à Bertois dans la région de l'Est. L'implémentation de la couverture santé universelle au Cameroun, de l'avis des experts en santé, est plombée en raison de l'absence de financement. Le coût estimatif du projet est évalué à 1300 milliards de francs CFA, ce que devra mobiliser l'État du Cameroun pour un paquet de base de soins et services. Cette enveloppe correspond pratiquement au budget d'investissement public du pays en 2021. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers l'actuel ministre de la Santé publique, a procédé à un réajustement de ce montant. Il table désormais sur 71 milliards de francs CFA, soit une réduction drastique de 1229 milliards de francs CFA. Il reste que l'inexistence du cadre juridique entourant la couverture santé universelle au Cameroun constitue un énorme frein. Le projet de loi y relatif n'a pas encore été débattu au Parlement. C'est lui qui devra pourtant fixer les contours juridiques. Malgré les assurances de la société santé universelle, l'entreprise coréenne chargée de déployer du matériel fait l'enrôlement et la collecte des données avec, à la clé, la construction d'un centre data center. Le flou persiste en raison de nombreux retards accusés dans la livraison du matériel et des travaux. Signalons que les femmes enceintes, les enfants âgés entre 0 et 5 ans sont concernés par la première phase de ce projet. En plus, les personnes vivant avec le VIH-Sida, la tuberculose et l'insuffisance rénale. Dans cette actualité, le Cameroun accorde très peu de moyens financiers au secteur de la santé publique. Selon des données officielles, le pays accorde un quart de son budget annuel au financement du secteur décryptage avec Francis Boyom et Donald Briskamgan. En 2023, le budget du ministère de la Santé publique, c'est 228 milliards de francs CFA. C'est 3,59% de l'enveloppe budgétaire globale de l'État. S'il est en augmentation par rapport à l'an dernier, il illustre le faible investissement public dans le secteur de la santé au Cameroun. Ça démontre clairement que nous sommes dans un pays où les dirigeants n'ont pas de priorité dans les questions de santé, certainement parce que le système de santé aujourd'hui ils n'ont pas de lien avec ce système de santé parce que, il faut le dire de façon claire, eux certainement bénéficient des soins de santé qui viennent d'autres systèmes de santé ou à travers des évacuations sanitaires. Depuis 2001, date à laquelle le Cameroun souscrit avec les pays africains à la déclaration d'Abuja, engagement à consacrer au minimum 15% du budget annuel au secteur sanitaire, le pays de Paul Biya n'accorde qu'en moyenne 4% de son budget, soit le quart de ce seuil standard. Les Camerounais aujourd'hui financent leur propre santé. Qu'est-ce qu'on fait de nos comptes? Qu'est-ce qu'on fait de nos impôts et de nos taxes? Ce même gouvernement nous a dit que c'est dans un slogan politique qui aura la santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en 2023. Le docteur Albert Zé pense qu'en plus d'injecter les ressources additionnelles au secteur de la santé au Cameroun, il faudra déjà assainir la gestion des modestes moyens financiers alloués aujourd'hui par l'État. Nous avons une administration qui dépense plus de 350 millions pour organiser des conférences alors que les hôpitaux ont besoin justement du matériel pour fonctionner. Donc il faut assainir cette gestion des financements publics alloués à la santé. Les pouvoirs publics ont investi ces dernières années dans la construction de plusieurs hôpitaux à travers les régions. Il faudra penser à les doter d'équipements conséquents pour réussir la réduction des évacuations sanitaires à l'étranger et vers les grandes métropoles, commente un médecin en service dans une formation sanitaire publique à Douala. C'est sur cette peinture du système camerounais que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good afternoon to you, Mala Glory.
Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. 5 out of the 8 victims involved in the Moliwe accident and who were hospitalized at the Bingo Baptist Hospital have been discharged, and the doctor says the others will be discharged in the days ahead, as Magic and Gabriel tells us in the following report. 10-year-old Ankwa Lovett is one of the 3 victims of the Moliwe Road accident who is still left on the hospital bed at the Bingo Baptist Hospital in Mutengene. He had a brain surgery, but he is recovering. He wasn't the only one with such injuries. One of the other patients also had a pelvic injury that was stable, but we needed to also determine the nature of it. So we also sent to Limbe that same day for a pelvic CT scan. And the patient never came back. We assume the patient is being managed in the Limbe Regional Hospital. The mother of Ankwa Lovett says the child still feels some pains. He complains about his neck after having a fracture on his head. But he is improving, even though his eyes are swollen. Doctors are taking good care of him. We are just afraid of the bills. Since the accident of last March 31, 2023, calls have been made for the government to introduce speed brakes along the road. They should try to arrange the road in a way that 2 cars can never make, like it is in Nigeria. For now, I think speed brakes should be introduced. Because if motor be run, sometimes the accident will happen. So when the accident occurred last month, 8 victims were rushed to the Bingo Baptist Hospital in Mutengene, and without charges, they were being attended to. Once you are rushed to the hospital, it's our obligation as a hospital to ensure that you receive the best of care. I know Mutengene, Baptist Hospital Mutengene, is found in a kind of very accessible area and is beside the road, where we are always ready and always sure to receive victims. One of the concessions of having a trauma center is to have an emergency unit. Out of the 8 patients, 5 have already been discharged, while 3 are still under observation at the hospital. Meantime, Dr. Ndasi Henry of the Bingo Baptist Hospital, who has been following up these victims, now tell us the condition of those still at the hospital. Take a listen to him in this excerpt. We had one whom we immediately took to surgery. That one had an open skull injury with the brain exposed, so we did an immediate emergency craniotomy, and we did surgery of the brain to make it easy, and he was able to recover in the ICU the following day, and he is now sent to the ward. The ophthalmologists have also reviewed because he had swelling of the eye and had difficulty seeing, but they have checked the eye is fine, so that one is up now and is communicating, is stable. We had one of the other students who had a left hip dislocation and a right femur fracture, which that same day we also reduced the hip dislocation. We stabilized her, and yesterday she was operated. The hip is still unstable, and so we'll be taken to Limbe to do a pelvic CT scan. The other lady also has a tibia fracture, which has been operated. And then we had 2 others or 3 that were not severely injured, and so they were managed at the level of the outpatient service. So by and large, all the patients we have with us now, 3, are all stable. Lawyers of the late Liz Martinez Zogo say they do not have access to the case file and say that the criminal code do not allow someone with huge criminal charges such as Jean-Pierre Mugo Belinga and co detained at the Koningi Center prison to be granted a bail as innocent, as it tells us in the following report.
Lawyers of Pierre Amogo Belinga, detained at the Kondengi Central Prison in Yaoundé, alongside others, incriminated for assist and torture resulting to the death of journalist Martinez Zogo, continue to seek the release of their clients on bail, as well as wish to have a copy of the case file. These demands, according to the defense team of journalist Martinez Zogo, cannot be granted because of the heavy charges which sent them to Kondengi and could result to life imprisonment. Nowadays, not every part of the procedure can have an access to all the documents. On the other hand, they just want the people to understand that due to the fact that they asked to be set free and the judge refuses the acts. So they want to show the opinions that there is something like the judge doesn't really follow the laws. The law is clear that someone who can be charged, who can be condemned a life sentence, can be relieved, can be setting free when he is during the procedure in jail or in custody, I can say it like this. This is backed by Articles 224, Sub 2 and 277, Sub 3 of the Criminal Procedure Code, highlighted by Barrister Kevin Job, who says the lawyers of the culprits of torture are trying their luck to crack the laws to their favor. It's just a way to really jeopardize the procedures. For me, it is also the aim to influence the procedural courts and maybe to force them to go in the way the law doesn't allow them to go. They want really want people to not really understand what is really going on in the procedures. If the demand for bail and case file cannot be granted because of the heavy charges and possible life jail sentence, the torture culprits, however, still have access to some documents. It can be birth certificate, whatever, any kind of documents. They can ask this kind of document and get it. But there is another document in the procedure. In French, they call it the act of the procedures. Is the act produced by the judge. It is interrogation. It is the interview of the respondent during the investigation. Those documents, they can totally not have an access on it. Barrister Kevin Job and other defense lawyers of Martinez Zogo promised to keep a keen eye on the legal procedure on the current affair until full justice is achieved. And on to something else, following the disappearance of a dead baby at the Lakentile Hospital here in the city of Douala, the Minister of Public Health, Manauda Malashi, is in the economic capital Douala today, especially at the hospital to evaluate the situation on ground. And our reporter, Jonathan Babila, went finding out the responsibility of the legal department in such circumstances. His report. In Cameroon, the legislator made provision for the state prosecutor to immediately swing into action once a crime is committed in his or her own jurisdiction of competence. But this is rarely or almost not done in crime cases like the recent alleged death of a newborn baby at the Douala Lakentini Hospital. While the hospital says it has invited judicial police officers for investigation, the parents of the child are asking for the baby or the cops. The Criminal Procedure Code makes it clear that the state prosecutor or any judicial police officer who is being informed of a commission of an offense could open an investigation because the news is already around, so they could spontaneously open an investigation to know what is happening. But mindful of the context in which we find ourselves, I think it's my responsibility to bring a formal complaint against the hospital. The investigation is expected to shed light on the crime or error committed, identify those involved, and establish the level of involvement of all those implicated. They'll listen to my client, they'll take her statement, take the statement of the man. We go to the hospital, verify all those information, and then they summon the parties involved to explain exactly what happened. And then from there,
they will it's obvious that they will, of course, establish the fact that there is that offense committed, and the matter will be sent to court, where it is a court that will try and punish and condemn whoever. The lawyer handling the case of the alleged disappearance, theft, or death of a baby at the Lakentini Hospital, Barrister Kamwa Limen, has given the health facility 24 hours to provide either the child or the cops. 22 years after the Abuja Declaration, Cameroon's state budget allocated to the health sector has never exceeded 7%. This, according to analysts, has contributed to the failure of the country to implement the universal health coverage, eradicate malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS in Cameroon. For me, Anson Sanda has more. The Abuja Declaration of April 5, 2001 called on African states to allocate 15% of their national budget to the health sector each year, a declaration to which Cameroon was a signatory. Paradoxically, Cameroon, for 22 years after the declaration, has never succeeded, even for a single year, in achieving this objective. Cameroon's share of the budget allocated to the health sector has never exceeded 7% in 22 years. The highest allocation being a 7.07% in 2009, a failure that strikes the minds of citizens and development partners interested in the implementation of the Abuja Declaration. An overview of successive annual budgets shows that there has been no improvement in the country's performance since 2015, with the lowest rate being the year 2023, with an annual allocation of 3.50%. The future is even less promising, given that in the 2016-2023 health sector strategy, the Ministry of Public Health noted that the proportion of the national budget allocated to the ministry between 2012 and 2015 ranged from 5 to 5.5%. This reality further reinforces the narrative of an insufficient political will advanced by some observers. To a social critic, an entrepreneur and a health official, Dr. Nick Ngwanyam, the budget of third world countries are extremely stressed, given the enormous challenges. When you look at a country like Cameroon and other African countries, if you look at the different ministries that we have, those ministries represent all the different kinds of problems that have to be attended to. Even though there are that many, you know, how much money goes into which ministry is a function of how much importance we attach to that ministry, and it's a function of the many other problems that need to be attended to. Some problems are very important and also very urgent, and money tends to go into that. Notwithstanding, according to Dr. Nick, are difficulties like the low capacity to mobilize resources and the poor use of available funds. Even though this is the most ideal situation, putting money where the need is, but if you also have a system where people are not accountable and where corruption is high on the list, then it doesn't matter how much money you make available for whatever project, you will never get any results back. In its 2016-2027 health sector strategy, the Ministry of Public Health decried the presence of an insufficient high-level political will in the attainment of its objectives. Health sector analysts say Cameroon's failure to meet the 15% budget allocation has contributed to the failure to eradicate malaria, tuberculosis, and HIV and AIDS, which were key motivations for the Abuja Declaration. These analysts add that the other consequence is the country's difficulty to implement the universal health coverage planned for several years. Ladies and gentlemen, it is with that report by Fomi Armstrong Sanda that we end this edition of the Midday Bilingual Newscast on the Equinoxe television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in a company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a beautiful day, Shimala Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.